Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être tellement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Dorian. Merci Dorian d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Eh ben écoute Maxime, déjà je te remercie de m'avoir invité. On passe quelques jours ensemble sur Montpellier, donc c'est très très cool et on a la chance de tourner ce podcast ensemble, donc ça me fait très plaisir. Donc moi je m'appelle Dorian Franchini, j'ai 32 ans, je suis originaire de Voiron, à côté de Grenoble, en Isère. Aïe, déjà ça fait mal là, ça Ouais, commence mal. Non, très très belle région, venez. Ouais. Donc j'ai 32 ans, je suis marié à une Argentine, Naï. J'ai un petit Mati franco-argentin du coup, de 1 an et demi, et je suis marchand de biens. Pas mal, c'est déjà une belle présentation. On va le voir dans la deuxième partie du podcast sur ton activité professionnelle. Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Dorian quand il était enfant? Dorian était un enfant actif, Ouais. turbulent, sympathique. Mais ouais, enfant non. Vie de famille très agréable, souvent dans la nature, toujours jouer au foot. Tes Voilà. parents étaient déjà entrepreneurs ou pas à cette période-là? Est-ce qu'ils étaient salariés? Tu sais, on dit souvent que soit on copie le modèle qu'on est nos parents, ou alors on fait totalement l'inverse. Ils faisaient quoi tes parents? Pas du tout. Alors mon père est était EduxP, il est maintenant à la retraite, mais non, il a toujours travaillé du coup à l'usine avec des gars en réinsertion professionnelle, et ma mère est TATSEM, donc en maternelle. Donc pas de fibre entrepreneuriale dans la maison. Une fibre empathique par contre extrême, j'ai envie de dire, sur ces deux métiers où il faut avoir une relation assez importante, vouloir aider les autres. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils t'ont enseigné, c'est les valeurs qu'ils t'ont partagées? Ouais, il y a de belles valeurs qui m'ont apporté. Ouais. Donc voilà, dans le social, le monde associatif au niveau du football et ce genre de choses. Et toujours maintenant, non? C'est ça, il est toujours Bah dans le moins monde du là sport. maintenant il se concentre, enfin en tout cas mon père a beaucoup entraîné, beaucoup, mais là non, il se concentre sur lui, sur son sport, sur son vélo, c'est sa passion, c'est ça. voilà. Et toi, t'avais des passions ou pas quand t'étais pareil dans cette période enfance, adolescence, des passions pour le sport, des passions pour toute autre chose? Ouais, alors j'ai toujours fait du foot, toujours, depuis plus jeune âge. Donc football, on était toujours avec mes parents en vacances, en camping, en rando, toujours en nature. Voilà, donc c'était un peu ça les passions, vélo, foot, rando. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire comme activité professionnelle plus tard? Tu te projetais sur quel type de métier? Alors je voulais être fermier. Ok. Voilà. Ah, Je c'est voulais marrant être, parce que c'est atypique. Ouais. Quand j'étais petit, je faisais des stages à la ferme. Pendant les étés, mon frère partait faire des stages de foot. Voilà, une semaine, et moi je partais dans une ferme au-dessus de Saint-Marcelin. Là, on montait dans le Vercors. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette activité-là? Écoute, être dehors dans la nature, les animaux. Je sais pas, j'ai toujours voulu faire ça. J'avais mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, pardon, que j'ai pas connus, qui avaient une ferme dans les Vosges. Ma mère est originaire des Vosges. Et mais c'est pas ça enfin, il y avait
Il n'y a pas forcément le lien, Pas mais forcément le lien, mais je sais pas. Ouais, toujours être dehors, ça me plaisait bien l'idée. et l'amour des animaux aussi, forcément, on en parlait hier par rapport à la corrida, mais Exactement. l'amour des animaux qui fait que finalement, t'avais envie de faire cette activité-là. Du coup, aujourd'hui, t'es pas fermier, marchand de biens, Non. c'est quasiment la même chose. Presque, ouais. Après, je voulais être, comment on dit, garde forestier. Ok, Voilà. donc toujours Donc, par rapport à voilà, l'aspect ça, nature, ouais. Ok. il y avait cette suite. Pourquoi t'as pas fait d'études par rapport pour être fermier? Enfin, je sais pas d'ailleurs quelles études faut faire, etc. Mais pourquoi t'as pas fait ces études-là et t'as pas poursuivi cette voie-là? Qu'est-ce qui t'a fait pivoter sur autre chose? Alors, je pense que mes parents m'en ont dissuadé, Ouais. que c'était un métier très compliqué si on démarrait pas avec une ferme, une base solide, quoi. Si on doit repartir de zéro, c'était un peu compliqué. Et puis, je pense que c'était le taux horaire. Hein. Ok, ouais. Trop d'heures de travail pour La rémunération la par rapport au temps rémunération par rapport au passé. temps passé. Ouais. Je pense que C'est un métier difficile quand même. Agriculteur, ouais, c'est un métier super. respect les fermiers. C'est clair. Et du coup, t'es parti sur quoi? Et du coup, alors, j'ai fait collège normal et je suis parti en BEP, technique de l'architecture et de l'habitat. Ouais. Alors, je sais plus trop vraiment pourquoi je suis parti là-dedans. J'avais fait les portes ouvertes, ça m'avait plu. C'était intéressant. On voyait 3 domaines. On voyait le dessin industriel papier, donc plutôt côté architecture. On avait aussi géomètre topographe. On apprenait les bases de la topographie. Et on apprenait aussi pour être économiste de la construction. Économiste, Voilà. ok. Donc, ça c'était. Moi, j'aimais beaucoup les maths. J'étais Ouais. assez bon là-dedans. Donc, C'est déjà un petit rapport avec l'immobilier par rapport à ce que tu fais ouais. aujourd'hui, avec l'investissement, etc. que tu as fait. T'as pas un déclic, y a pas un truc à ce moment-là où tu viens par rapport à ça, c'est vraiment au feeling sur une JPO où tu te dis, allez go. Je crois que c'est plutôt au feeling, ouais. Ouais. Bah, l'école m'avait plu, le programme était intéressant. Ouais. Moi, je sors de troisième, je sais pas vraiment quoi faire. Ouais. Euh, Ah j'ai- oui, c'est dès que tu sors de troisième du coup que tu Ouais. rentres en bébé. Ok. Ouais, à l'époque, c'était 2 ans BEP en plus, et après 2 ans bac pro. Ouais. Ok. Et à la fin du BEP, j'ai le choix entre ces 3 activités, architecture, topographie et Économiste de la construction. économiste, merci, et je suis Ouais. parti là-dedans en plus. Donc j'ai fait après un bac pro économie de la construction, Et c'est quoi les débouchés par rapport à cette activité-là? économiste. Ouais. Ouais. Non, après tu peux être tout dans le monde du bâtiment, donc moi j'ai des Travailler dans les collègues. bureaux d'études. Ouais, voilà, bureau ouais. d'études. Ça a quand même un lien avec le bâtiment en général, donc Au sens large du terme, au quoi. sens large du terme, exactement. Et tu finis du coup ce bac, donc ton bac professionnel, et tu rentres dans quelle activité? Tu rentres directement avec un job ou Non, tu pars? j'avais des grandes envies de voyage déjà à ce moment-là. Donc j'avais prévu de partir, tout ça, mais mes parents m'ont quand même poussé à continuer un peu mes études. Donc j'ai continué sur un BTS, donc un BTS études économie de la construction toujours, sur Annecy. Et là, la marche était importante, quoi. J'avais des facilités à l'école, j'ai jamais travaillé, jamais fait mes devoirs ou quoi que ce soit, et j'arrivais à avoir des mentions. Ça se passait bien. Et par contre, BTS grosse marche. Donc là, je me retrouve plutôt dernier de la classe. Euh, mais une bonne classe, on s'est bien marré, on a beaucoup ri. Le cadre était sympa sur Annecy, c'est très très cool. Et j'ai quand même mon BTS à 10,5, toujours dernier, mais on a 100% de réussite. On est à la meilleure classe au niveau régional, quart sud-est. Donc voilà, on l'a eu. Mais par exemple, pendant mon BTS blanc, j'étais pas là, j'étais en train de faire le 4L Trophy avec un ami au Maroc. Ah ouais, ok. Donc, Déjà le voyage qui prend le dessus sur ouais, finalement ouais. les études, etc. Carrément. On va y revenir juste après, mais qu'est-ce que tu as appris durant ces études-là? Est-ce qu'il y a des choses dont tu te sers, j'ai pas envie de dire au quotidien, mais dont tu te sers dans ton activité aujourd'hui? Alors, je dirais très peu. Ouais. Très peu de choses que j'utilise. Après, si au global, si on me parle de CCTP, je sais ce que c'est, enfin, pour monter des dossiers exec ou un peu les termes du bâtiment, un peu comment ça fonctionne, mais vraiment, j'étais pas du tout intéressé dans les études. Ok. J'y étais plus pour faire plaisir à mes parents et pour rigoler avec les copains. Ce qui a marché du coup, ce qui a bien marché. Ça a bien marché. Du coup, tu finis ton BTS, tu rentres, tu prends un petit CDI de direct ou tu pars en voyage? Pas du tout. Donc du coup, je termine le BTS. Je m'étais fait opérer des ligaments croisés. Je me suis fait les croisés aussi cette année-là, juste après le... Au foot?
Ouais, au foot, bien sûr. Putain, la carrière à Saint-Etienne, pas Ouais. passé loin, Ouais, juste à côté ouais. d'être joueur pro à Saint-Étienne. Pro, mais les croisés, tu connais. Donc, je me suis fait les croisés, ouais, opéré le 1er mai. Donc, j'ai passé mon BTS avec, je me faisais des piqûres juste avant pour la phlébite. Donc, je passais mes examens avec une jambe sur une autre chaise. Et voilà, parce qu'en fait, mon but, c'était de partir en septembre en Australie. Mais il fallait que je fasse ma saison d'été pour avoir suffisamment de fonds pour payer assurance voyage, billets d'avion Ouais. et un peu le matos. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à faire ma saison d'été au camping Domaine de Gaujac, Ok, donc le dans le camping où Gard, t'es allé toute toute mon enfance enfance, jusqu'à t'as encore travaillé cette année. Ouais. l'été. Exactement, Ok, j'ai travaillé plusieurs années là-bas, animateur enfant, barman, serveur. ok. Donc voilà, Tu des vas le beaux reprendre étés. ce camping un jour, non? On espère, on espère, ça peut être cool. Moi, ça vient d'être racheté par Ça vient d'être la grosse racheté? firme Camping Paradis, donc là, Ah oui, ouais, donc là, ça va ils être ont plus investi pas compliqué. mal. Là, ouais, Ouais. c'est plus les. Mais bon, On sait jamais. ça peut se faire. Une petite faillite et puis hop, ça se reprend vite. Ça peut se faire. Donc, Ok, donc je fais ma saison là et puis je pars avec deux potes de BTS. On part en septembre en Australie. ok. Et le but en Australie, c'est d'aller pour découvrir notre culture, pour travailler. C'est quoi? C'est des vacances? Non, c'est découvrir le monde. Ouais. Donc c'était qu'une première étape. Mais on a moyen de gagner pas mal d'argent en Australie si on se bouge un peu. Mais déjà de vivre à l'étranger, apprendre l'anglais parce qu'on a un niveau. Voilà, quand on est en BEP Bac Pro, chaque année on apprend le prétérit. Enfin, Ouais, c'est. c'était léger. Donc c'était cool. Découvrir le monde. Comment ça se Voyager. passe quand t'arrives en Australie? T'es pas seul, t'es avec deux potes, mais Ouais. vous connaissez personne, j'imagine. Comment ça se passe les premières étapes? Parce que, tu vois, moi, c'est un truc dont je rêve, donc, qui est difficilement faisable aujourd'hui avec la vie que j'ai, mais je rêve de me dire, je quitte tout, je pars dans un pays et je découvre et je refais pas une vie parce que c'est temporaire, mais je découvre une autre culture, etc. Je gagne de l'argent, je découvre une nouvelle activité. Comment ça se passe les premiers temps? Ah, les premiers temps, c'est un peu compliqué. T'arrives, il faut s'adapter au pays. On est arrivé directement dans le nord, à Darwin. Un temps très humide, Ok, très chaud. Voilà. On arrive de Grenoble, ouais, Grenoble et Savoie, mes collègues sont de Savoie. Donc c'était un peu compliqué. Se débrouiller avec la langue. Donc ouais, voilà, on faisait du porte-à-porte au début pour essayer de trouver du boulot dans la marina, dans de très belles maisons. ok. Donc voilà, on offrait nos services de ce qu'on savait faire, hein, donc pas grand-chose, du ménage, couper l'herbe, voilà, passer la tondeuse, ce genre de choses. T'as réussi au bout de combien de temps à trouver une première activité? Écoute, on a trouvé assez vite, on a trouvé au bout de 10 jours. Ok. Au bout de 10 jours, donc on vivait dans un backpacker, une auberge de jeunesse. Mhm. Euh, Il y en a beaucoup là-bas, hein. Il y en a beaucoup, ouais. Ouais, J'ai l'impression que ça se fait l'Australie, très bien. c'est tendance et c'est un peu quand tu veux faire cette activité-là, enfin quand tu veux partir découvrir un pays et travailler, c'est un peu l'Australie parce que il y a une rémunération qui paraît, un taux horaire qui paraît beaucoup plus important qu'en France. Et en même temps, du coup, tout est fait là-bas pour ça. Si t'as envie d'y aller, tu peux et c'est assez facile. J'ai l'impression en tout cas, même si C'est assez maintenant ça simple, ouais. change un peu plus et qu'il y en a tellement qui y sont allés, qu'il y a peut-être plus de difficultés à trouver des jobs. Mais c'est quoi un peu le conseil que tu aurais à une personne qui souhaite réaliser la même chose? Alors, s'il veut partir en Australie, en tout cas, Ouais, il y en a quand même, ouais, là maintenant, je crois que c'est 70 000 Français qui partent à l'année. C'est la plus grosse destination pour les Français. ouais, Beaucoup d'Allemands et ce genre de choses. Faut pas tomber dans le piège de rester qu'avec des Français. ok. Et du coup, de pas apprendre la langue si on le parle pas. Généralement, les Français, on n'a pas un bon niveau d'anglais. Hein, Maxime? Donc, Sympa le truc, hein. very well. Non, c'est pas de tomber dans ce piège-là. Donc, moi, je suis parti avec 2 collègues, mais on a réussi à se bouger quand même. Ouais, Et on a travaillé pour un Français sur place. Donc, je dis ça, mais c'est clair. Au début, après vous avez changé, non? Vous ouais, avez- la première année, non, on a vraiment bossé 3 mois pour lui. Ouais, On est resté que 4 mois la première année en Australie. ok. Et non, c'est voilà, de se bouger le cul en fait, de pas tomber sur le confort, rester dans le backpacker, faire la fête, ce genre de choses. Il faut arriver à se bouger. Il faut Ouais. avoir des objectifs en arrivant parce que sinon on peut vite tomber dans le piège de la débauche. Et la vie en communauté avec tes 2 autres amis, elle s'est bien passée. T'es reparti après, mais t'es reparti pas avec eux, c'est ça? Ouais, seul. Seul? Ok. Non, ça s'est super bien passé. Ça s'est très très bien passé. Donc je faisais un peu le leader, on va dire.
Ils me suivaient, donc ça se passait bien. Ouais. Ça m'allait bien comme ça. Et eux, ça leur allait très bien aussi. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Non, on n'avait jamais vraiment vécu ensemble. On faisait des soirées étudiantes sur Annecy, mais pas plus. Et ça s'est très très bien passé. Ça tisse des liens. T'es encore ami avec eux ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, donc c'est souvent Carrément. ça. On se voit pas assez souvent, mais ouais, il y a quand même Ok. des liens. En plus, il y en a un qui est stéphanois, donc Ouais. C'est clair. bon. J'ai envie qu'on parle de tous tes voyages parce que pendant 6 ans, t'as voyagé, t'es revenu Ouais. en France, t'es reparti et tout. Pour bien comprendre, parce que tu t'es construit grâce à ces voyages-là. Ouais, T'as exactement. rencontré ta femme aussi grâce à ces voyages-là. Finalement, t'as fait même un enfant grâce au voyage. Donc, comment t'as eu le courage de repartir à chaque fois? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment t'arrives à trouver du job? Est-ce que tu peux me donner quelques conseils par rapport à ça? Yes. Alors la première année, ouais, donc en faisant du porte-à-porte, on a trouvé un taf pendant 3 mois pour un Français qui était venu là-bas à l'âge de 7 ans. Donc voilà, se bouger le cul, je regardais les annonces un peu, faire du porte-à-porte, ça a bien fonctionné. En fait, nous, le but, c'était de faire de l'argent pour continuer le voyage, payer nos road trips et ensuite, dès qu'on a plus d'argent, on retourne travailler, quoi. Ouais, tu faisais un mix en fait finalement road trip et en même temps travail. C'est-à-dire que tu t'étais pas 100% en train de travailler et tu continuais à chaque fois Ouais. à voyager, à changer de destination, le temps de trouver un nouveau job aussi. Quand t'es parti seul, t'es parti de nouveau en Australie? Ouais. Ok, et tu es resté combien de temps? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, du coup, la première fois où on est parti, on a bossé 3 mois, on a fait un road trip d'1 mois et on est parti 5 mois en Asie du Ok. Sud-Est. Donc là-bas, le coût de la vie est très faible et on vivait vraiment sac Bien. à dos à la route. Non, Ouais. on vivait avec... le premier mois, je crois qu'on dépensait 350 € par personne Ah ouais, en prenant l'avion, en mangeant, en dormant mais non. et en louant des scooters voilà. Ah oui, donc Donc c'est c'était... vraiment pas cher et en même temps vous aviez une vie à la route quoi. Voilà, ouais, on louait une chambre, c'était pour 2, on dormait à 3 dans le lit, quoi. Ils sont Ah grands, ouais. les lits, on dormait à l'opposé, dans l'autre sens, et ça allait bien. Vraiment à la route, c'est les premiers temps, ce qui nous a permis de voyager quand même 6 mois sur les 3 mois qu'on a travaillé. Ouais. Donc on est rentré sans trop de travail, sans trop d'argent, pardon. Et donc j'ai refait ma saison au camping l'été, ensuite, et je suis reparti travailler 11 mois. Enfin, je suis reparti 11 mois en Australie, et j'ai travaillé 9 mois à fond. Donc là, j'ai retrouvé mon frère qui était là-bas aussi. On a travaillé dans les champs 12-13 heures par jour à ramasser des oranges. Voilà. C'était bien payé? T'es payé combien de l'heure là-bas? Alors là, tu étais payé au rendement. Donc Ok. tu avais intérêt à... Ah, que ça aille vite. Ouais, je crois que tu étais payé, sans dire de bêtises, 26 $, qui représentait, allez, 20 €. Et il fallait remplir 300 kilos d'oranges. Donc là, c'était du taf, ouais. Ouais, je me rends pas compte, c'est beaucoup, ça prend combien de temps pour remplir 300 kilos d'orange? Bah moi, je le faisais en 1 heure et demie, donc c'était pas très bien rémunéré. Ouais, Mon frère était meilleur, il arrive à en faire une par heure. ok. Mais bon, quand il reste 12 heures sur le champ, voilà, t'arrivais à faire ton taf. Et Ouais. on était on était logés. On avait une toile de tente et, et les sanitaires, donc c'était vraiment la route, Ouais. dans la outback australien. Donc ça, j'ai fait 3 mois. Après, j'ai fait 3 mois une autre ferme, là où j'étais payé à l'heure, Ok. avec une petite maison dans une famille australienne très très cool. Donc là, j'ai pu accumuler pas mal. J'étais mieux payé, je crois. J'étais payé à l'heure, donc on était C'est plus souple. plus cool, plus Ouais. souple. Et ensuite, C'est quoi tes missions là-bas dans une ferme, tu fais quoi? alors là, c'est vraiment des fermes, des maraîchers, quoi. Donc c'était ramassage de pêche, poires, abricots. Ok. Et lui, il faisait un peu aussi sécher. Donc on devait couper les fruits pour les faire sécher, pour faire des fruits secs. Ok. Voilà, donc ça c'était cool. On était au-dessus de Melbourne, là. Mhm. Donc de temps en temps, on descendait un petit peu sur Melbourne ou sur Sydney pour le Nouvel An. Et, et ensuite, je suis parti 1 mois à Bali, histoire de me reposer un peu. Et après, j'ai trouvé du taf côté de Perth, à l'ouest australien. Et là, je travaillais dans une grande usine qui traitait l'avoine. Et moi, mon taf, c'était de passer le balai par-ci, par-là. Là, c'était très, très cool, payé à l'heure aussi. On était limité à 60 heures de boulot, donc on se mettait 60 heures de boulot à la semaine. Ouais. Et là, on gagnait à peu près 1 000 € par semaine. Ouais, donc ça fait des bons Ouais. salaires. Et t'étais aussi logé ou non? Et là, payais un je petit devais truc, payer un petit logement, Ouais. mais j'étais chez l'habitant, un truc pas cher. au milieu de nulle part, donc on n'avait pas trop de dépenses à côté, donc enfin, si, il y en a qui trouvaient à tout dépenser dans Ouais. le bar, mais moi, ça se passait bien. Donc C'est du coup, clair. là, j'ai pas mal accumulé d'argent. Et du coup, je suis rentré en France. Là, j'ai pas fait la saison. Et avec mon frère, enfin, moi, j'avais l'envie d'aller en Amérique du Sud.
Donc je devais y aller avec des amis. Finalement, ça s'est avec mes potes les Lucky, mais finalement ça s'est pas fait. Et mon frère, ça l'a bien tenté. Donc on a testé un premier road trip. On est monté jusqu'en Suède tous les deux en voiture. On a fait un petit road trip, ça s'est bien passé. On a dit bah allez on part en Amérique du Sud. Et là on est parti, on est arrivé au Chili. On a acheté un 4x4 qu'on a aménagé. Et puis on est parti pour faire le tour pendant 9 mois. Et donc travailler aussi pareil ou là Et c'était là on travaillait plus là, non, full que sur les fonds qu'on avait accumulés Ok. en Australie. Ouais. Donc Voilà. cool, chill. Chill. Et c'est quoi la différence de mentalité entre les deux, entre l'Australie t'as bien aimé le Chili Alors l'Australie, on pourrait y vivre. Ouais. Ouais, on pourrait y vivre. Franchement, la mentalité est excellente, qualité de vie incroyable. Après, faut pas avoir peur des petites bêtes. Ouais, des insectes, j'allais dire Ouais. ça, les insectes, les serpents même, les Serpents, araignées, il y en a pas brown mal. snake. Brown snake, tiger snake. T'as vu, l'accent est pas mal quand même. Very Je me good. suis entraîné juste pour toi, pour le podcast. Merci. Écoute, quand t'es en ville, t'as pas ces petites bêtes, Ouais. donc ça va. Bon, bah je resterai en ville. C'est vraiment quand tu pars en road trip, mais il y a vraiment des paysages incroyables. Ouais. C'est vraiment incroyable. Ça a l'air super dense l'Australie et on en parlait hier, donc on était avec Christelle, on lui fait un coucou quand même parce que je suis sûr qu'elle Christelle. écoutera le podcast. Son fils est parti en Australie aussi et c'est vrai qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a eu des fois ouais t'es super loin, tellement dense que tu peux être à 1h30, 2h, 3h d'une ville, Ouais, de la première ville. de ouais. la première ville que tu vois quoi. Alors que pour moi ça me paraît impossible. Enfin en France Ouais. c'est jamais le cas, même quand t'es dans la Creuse ou je sais pas où là. T'as des villes à côté qui sont pas forcément très très loin non plus. Tu dois être allé T'as à des 20 supermarchés, minutes, quoi, une ouais. demi-heure d'un supermarché au moins. Je vois pas un truc, voilà. Et là, c'est vrai que tu peux être au moins à 2 heures d'un supermarché. Ouais, des fois, quand on était à Hillston, là, si on avait un day off, on partait, on partait en stop jusqu'à la première ville pour aller faire 2-3 courses et faire un McDo, histoire de voir la civilisation. Et ouais, je crois qu'on avait 1h30, 2 heures de route, quoi. Waouh, t'imagines. Donc, En stop en plus, tant qu'on te trouve et ouais, être sûr bah qu'on après, te ça ramène. fonctionne bien parce que, bon, il y a qu'une route, hein, donc Oui, ils sont assez cool, ils sont assez ouverts. il s'arrête beaucoup. Ouais, ils sont très sympas, très ouverts, les Australiens. Ok, ça marche. Et du coup, le Chili, la différence avec l'Australie? Et bah, le Chili, en fait, on y est resté un peu, mais on a fait tous les pays d'Amérique du Sud, presque. Ok. On a fait 38 000 kilomètres Waouh. en 9 mois, donc on a quand même pas Bien mal roulé, brassé, ouais, bien roulé. Alors, ça diffère entre les pays, en fait. On a Chili, Argentine, où vraiment on peut se faire des vrais potes facilement, très, très social, très, très ouverts. Même les personnes, enfin les locaux qui Ouais. sont très ouverts ou c'était des gens que tu Non, rencontrais les qui étaient locaux, aussi en voyage? Ok, les locaux Les sont cool. locaux. Après, on rencontre des voyageurs qui font un peu la panaméricaine, un peu comme nous, Ouais. qui voyagent. Donc ça, c'est cool de se rencontrer, voir, donner un peu des tips sur les trajets à faire, parce que C'est clair. c'est immense, hein. Ouais. C'est un continent. Donc, non, mentalité très, très cool. Au Brésil, bah, on avait un peu la barrière de la langue du portugais, parce que nous, on commençait à apprendre un peu l'espagnol. Bon, espagnol élevé 2 au collège, mais pas plus. Donc c'était un peu compliqué, mais Ouais. on s'y est fait. Tu parles pas bien anglais? Alors, il parle... Non, c'est un peu des latins, c'est un peu comme nous. Ouais, hein. ils sont pas bons en anglais. Ouais. Ok, Dans les villes, ça va, mais dès qu'on en sort, c'est compliqué. ok. Donc, on baragouine un petit peu d'espagnol. Après, au Brésil, on est resté 3 mois et c'est plus compliqué. Ils ont des forts accents. C'est très, très joli, mais Ouais. c'est un peu plus compliqué donc de faire des connaissances de locaux. Donc là, on rencontrait plus des expats ou des voyageurs. Mais non, très, très beau. Ouais. Magnifique Il y a voyage. un pays que tu recommanderais de l'Amérique du L'Argentine. Sud? Forcément, l'Argentine. L'Argentine. Et tu peux raconter un peu cette anecdote parce que c'est marrant quand même. Ouais. Comment tu rencontres ta femme? Alors, donc on a démarré en novembre avec mon frère, direction la Patagonie, parce que c'est saison inversée, donc c'était l'été là-bas. Donc on se fait la Patagonie, on remonte, on passe par Buenos Aires, on passe en Uruguay, on fait le Nouvel An, et il me semble que c'est le 2 janvier, on fait un détour sur une plage en Uruguay qui s'appelle Barra de Balizas, et on venait d'acheter une sandboard, donc c'est comme le snowboard mais pour le Ok. sable. Et du coup, il y avait des dunes à cet endroit-là qui donnaient sur la mer, donc très sympa le spot. Donc on se dit, on va tester avec mon frère. Et on se retrouve sur cette dune-là. Et puis il y avait un groupe d'Argentins qui était là pour fêter le Nouvel An. Ils étaient là sur un long week-end de Nouvel An. Et du coup, parmi ce groupe, il y avait Natalia. Et du coup, on discute un peu avec le groupe. On se fait un asado le soir sur la plage. Et C'est quoi un asado? un asado, c'est un barbecue. Ok. Voilà, bien argentin, bien. Bon, ça se fait aussi au Chili, je crois, et en Uruguay, mais
c'est une cuisson un peu plus lente, des coupes qui sont différentes de nous. Nous, c'est saucisses, côtes, lard. Mais là-bas, c'est un peu plus élaboré. C'est des demi-vaches, des fois. Ah ouais? Ouais, la viande est incroyable. Ok. La viande est incroyable. Donc, du coup, on se fait un petit assado sur la plage. On discute bien. Et puis, le lendemain, nous, on reprend la route et on leur dit, bah, nous, on va sur... alors, on allait faire les chutes d'Iguassou, entre-temps, qui sont Je connais pas, mais. magnifiques. Ouais. Ouais, si t'as Ok. l'occasion, une partie en Argentine, une partie au Brésil. Ok. Incroyable. Au milieu de l'Amazonie. Et après, on partait au Brésil et on allait jusque Rio pour faire le carnaval. Et du coup, il y en a deux qui étaient partantes, donc Marina et Natalia. Et Elles se sont dit, on vient avec vous. elles se sont dit, bah, ouais, chaud. Bah, alors, Marina, Trop elle bien. était en couple avec un Français, Ouais. donc qui travaillait dans un bar là où elles étaient, à Barra de Baliza. C'est pour ça Ok. qu'elles se sont retrouvées là-bas. Et bon, elles se sont dit chaud, ouais. Nous, on partait faire du camping sur l'île de Florianopolis. Donc, on partait une semaine pour tester. Et il se trouve qu'elles avaient du temps devant elles. Et Marina, au final, elle a dû repartir pour reprendre les études. Et Natalia, là, se retrouvait un petit peu dans le... Voilà, deux Français qu'elle a rencontrés à une soirée, pas plus, quoi. Et Marina lui dit, vas-y, tu vas regretter de pas tester l'expérience de voyager un petit peu. Mm. Du coup, elle nous rejoint en bus. On passe une semaine, tout se passe très bien. T'étais déjà amoureux d'elle ou. Pas forcément, non, Non, on discutait bien, elle non on plus avait... je crois pas, non. Non. Je semble pas, je vais pas... Non, On n'a pas parlé, on sait pas. je pense pas. Mais du coup, non, ça c'est eu un bon feeling. On lui dit, bah nous, on continue la route jusqu'à Rio, on va faire le carnaval. Ça se passe très bien. Et premier jour, on arrive à Rio, on retrouve des potes français, belges. Donc on fait un peu la fête sur Copacabana. Après un ou deux caipirinha, voilà, notre premier bisou avec Nai. On conclut. Et du coup, bah là, on se dit, parce que moi je faisais un road trip avec mon frère, Ouais, il c'est y a clair. que deux sièges dans la voiture. Déjà, elle voyageait sur le lit à l'arrière qu'on avait aménagé. Mon frère, tout se passe bien avec elle, ça divise les frais, ça arrange tout le monde. Du coup, elle continue la route avec nous. Donc nous, on est en couple, mais on fait pas non plus, on fait pas trop les relous avec mon frère. Ouais. Et ça se passe bien. Du coup, elle a voyagé 6 mois avec nous. C'est énorme. Ouais, Ouais. Donc, le début de votre relation, vous avez commencé en voyageant ouais, pendant pendant 6 6 mois. mois dans un autre pays, enfin à l'autre bout du monde, quoi. C'est Ouais, ouf. ouais. C'est ouf pour se rencontrer comme ça. Ok. Et après, Donc du coup, voilà. elle te suit en France? Et vous revenez en France? Et du coup, ça c'est, on arrive à juin. Juin, bah moi on retourne faire la saison au Ouais. camping parce que mon frère bosse aussi au camping. Ok. Naïf fait un petit boulot d'hiver, du coup, parce que c'est la saison d'hiver. Et on se dit qu'on se rejoint en octobre. Et qu'il y a ses parents qui viennent et son frère pour faire les présentations, parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de se croiser en Argentine. Et sa mère avait eu une petite crise de panique quand sa fille était partie, au lieu de partir 4 jours, elle est partie 6 mois. Ouais. Donc elle a fait une petite crise de panique, donc il voulait me rencontrer. Ouais. Et on s'est retrouvés du coup à l'aéroport de Barcelone pour faire un voyage en Europe avec ses parents. Ok. Et le feeling très bien passé. Ouais. Super beaux parents, super beau frère, donc Donc c'était génial. nickel. Ok. Bon, et tu clôtures cette partie voyage-là ou tu refais des voyages après Et non, ensuite on repart. Donc on passe par la France, mais un mois et demi. Ouais. Après on part île Maurice chez un pote, 3 semaines. Et après on se dit qu'on part faire Nouvel An en Thaïlande. Donc là, avec Naï. Avec Nai. Ouais. Là on est avec Nai. Enfin je suis avec Nai. Et on rejoint mon frère et des amis sur Thaïlande. Et après on se dit, on part en Australie. Parce que moi j'ai adoré l'Australie. Elle, Elle a jamais fait? jamais fait. Ouais. Jamais fait. Et ça la botte. J'ai bien vendu le truc. Donc on arrive en Australie, on rachète un 4x4, on le raménage, on part faire un petit road trip et puis après on essaie de choper du boulot. Putain, tu dois être bon en aménagement de 4x4, Ouais. de van et tout. Ça doit être Ça sympa, commence. ça. C'est très cool, ouais. Ouais. Aménagement des petits espaces. T'aurais pas envie d'en avoir un là maintenant en France Si, là on voulait peut-être avoir un van un peu plus confort maintenant. Ouais. Bah, déjà là on avait Comme la un tente de Roots. toit et tout, donc ça allait. Sympa ça. Ouais, très cool. Pour l'Australie c'est le top, ouais. Puis un 4x4 obligatoire. Enfin si on veut sortir des sentiers battus, Ouais. pas trop le choix. Ok. Il n'y a pas des routes de partout, quoi. Ouais. Ça coûte Goudronnées. cher un 4x4 comme ça? Franchement, l'Australie, très abordable. On achète un 4x4, il nous coûte 4 000 euros, je crois. Ouais. 4 000 euros, on remet 3 000 euros dedans.
pour 8 000 €, on le revend le même prix derrière. Donc, Ouais, tu perds pas d'argent. non. Ok. Et tu finis en fait cette période de voyage-là avec combien, enfin alors, d'expérience énormément, mais combien d'argent pour pouvoir rentrer en France? Écoute, du coup, on a pas mal bossé. On faisait du ménage Ouais. sur Melbourne, nettoyage de Airbnb. Donc, on commence à s'intéresser à tout ça, parce que le monde de l'immobilier, nous, on connaît pas. Du coup, on rentre, je pense, avec 40 000 - 50 000 €. Ouais. Ce qui est déjà pas mal, franchement. De Tu commences côté, et en ayant t'arrives, fait tout le tour d'Australie, parce que ça a duré 2 ans encore, cette période-là. Ok. T'es pas rentré en France pendant 2 ans? Je suis rentré en France, si. Ok. Si, on est rentré en France des vacances, Ouais. pendant les vacances. Tu sais plus où t'es en vacances, tu sais plus où t'habites entre les deux là. Ouais, en repassant un peu par l'Asie du Sud-Est aussi, quelques pays, Philippines, Ouais. Malaisie, tout ça. Waouh. Et du coup, on rentre en France avec ce budget. On fait une saison d'hiver à Courchevel. Ouais. Mais en fait, quand on était en Australie, le déclic, ça a été qu'on en avait un peu marre de voyager pour voyager. Il nous manquait un projet, quelque chose. Donc, on recherchait à faire un blog voyage. Donc, on commence à monter le blog, faire du contenu, acheter un drone, faire des vidéos et tout ça. Et, Ça a marché, ça a pris un peu ou pas forcément? non, en fait, on sentait que c'était pas ce qui nous plaisait. Ouais. Et du coup, le voyage nous plaît énormément. Je pense qu'on regarde sur Internet comment voyager, avoir du temps libre et tout ça. Et on a dû tomber sur l'immobilier. Donc là, on tombe sur des vidéos d'infopreneurs sur YouTube, j'imagine. Ouais. Et devenir rentier. Voilà. Donc, objectif, devenir rentier immobilier. Donc, on rentre en France Donc avec... c'est là-bas que tu as eu le déclic. C'est en Australie Ouais. où tu as eu vraiment le déclic de te dire c'est possible d'avoir un investissement passif qui me rapporte de l'argent et qui Exactement. me permette d'avoir du temps pour voyager et voyager un peu plus dans le confort que ce que tu faisais Ouais. en bossant en même temps en Australie, etc. quoi. Exactement. Donc, du coup, on rentre en France, on fait une saison. On voyage un petit peu entre-temps. On fait l'Afrique du Sud parce qu'on avait envie de faire un... En rentrant, on était Trop de passé par voyages, quoi. on était passé par le Sri Lanka et on n'avait pas fait le petit safari. Ça nous a pas plu tant que ça, le Sri Lanka. Ouais. Mais du coup, on a eu l'idée de safari. On s'est dit, bon, bah, on va faire l'Afrique du Sud. Donc, du coup, on a fait Quel pays en Afrique? l'Afrique du Sud. Ah, Le pays de l'Afrique du Sud, ok, ouais. Le Kruger National Park pour le safari et toute la côte. Magnifique. Ok. Si vous avez l'occasion. C'est Incroyable. magnifique. Ouais. Ouais. Il y a le Botswana qui tente bien avec Christophe Carli. Ouais. Tu en parles souvent et je sais pas si un jour Christophe il ferait pas un petit safari là-bas. Je pense qu'on ira là. Séminaire. Un petit séminaire ouais. en Afrique, ça peut être sympa. Ok. Et du coup, on se lance dans les formations, notamment Acheter un immobilier à Negro de Sébastien Morin. Ok. Incroyable ce livre. C'est Voilà. vrai. Ouais. Bah, on était toujours en mode économie, donc un livre gratuit, on prend. Et franchement, le contenu est incroyable, autant Ouais. qu'une formation payante. Et on a mis ça en application. Donc, j'ai cherché un taf, j'ai pris un CDI. Pas dans mes études. Donc, Ouais. j'ai pris un CDI. alimentaire. Ouais, donc je faisais du nettoyage de copropriété Ok. sur Grenoble de nuit, 4h midi, Ok. 4h, donc c'était tôt. Tu commençais tôt, ouais. C'était tôt, ouais. C'était très tôt, mais c'était un métier, on gagnait 1 800 € net, voiture de fonction, Voiture de fonction en plus? de service, De service? Ok. Ouais. voiture de Ouais. service. Donc à ce moment-là, comme on venait de rentrer, on était chez mes parents, Mhm. donc on économisait pas mal. Naï travaillait à la boulangerie familiale pour apprendre le français, Ouais. donc au service et en pâtisserie. Du coup, ce métier-là, voilà, très, très intéressant parce que pas besoin de trop réfléchir, quoi, Ouais. pour nettoyer des escaliers, sortir les poubelles. Donc c'est vrai que ça Donc, prend pas de charge ouais. mentale sur ton activité. Et puis finalement, l'horaire est très tôt, mais 4h midi, finalement, tu avais tout ton après-midi de disponible pour faire Exactement. une petite sieste, j'imagine, mais aussi pour Ouais. pouvoir investir dans l'immobilier. C'est ça. En fait, je me mettais tous les podcasts possibles et imaginables. Petite dédicace aux Gentlemen Investisseurs, les premiers que j'ai écoutés. Je crois que moi aussi, le premier podcast que j'ai écouté, c'est les Ouais. Gentlemen Investisseurs. Ouais. Donc, je me passe tous les podcasts. Après, je cherche tous les autres. Voilà. Dans l'immobilier, ouais. Et puis, la formation de Sébastien Morin, elle était aussi sur YouTube. Donc, je me la mettais en écoute sur YouTube. Et voilà, je faisais mon ménage et je rentrais chez moi. On faisait des visites.
Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ok, et c'est quoi du coup le premier bien? C'est quoi on n'en parle pas assez, mais ta thèse d'investissement à ce moment-là? Est-ce que tu sais exactement... Peut-être que t'as fait. Est-ce que tu sais exactement ce que tu recherches et ce que tu veux? Tu sais, il y en a qui disent, moi je veux un studio en location courte durée, je veux un immeuble de rapport de 5 lots. Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux, dans quel secteur, quel budget t'as? Ou est-ce que tu pars au feeling total et au bout d'un moment tu trouves? Mais du coup, tu mets beaucoup de temps à chercher, j'imagine. Comment ça s'est passé? Alors, on cherche un appartement pour louer en meublé à l'année, LMNP. Voilà. Ok, C'est ce qu'on nous a vendu sur les réseaux, donc on part dedans. ok, en location longue durée. En location longue durée. On a entendu quand même parler du Airbnb. Et là, on a l'occasion de tomber sur un plateau qui est assez grand, qui fait 103 mètres carrés. Ok, Et le deuxième livre de Sébastien Morin, c'est diviser un bien et gagner gros. Et du coup, on a l'opportunité, on a assez de nombre de fenêtres, on regarde et on a la possibilité de faire 3 T2 sur ok. ce plateau. Donc, incroyable, tout à refaire. On le chope. C'est dans une copropriété? C'est dans une copro. Enfin, c'est une mono qui passe copro. On est le premier. L'eau à être vendue à la découpe. Voilà. Ok. Donc, on fait passer le fait d'avoir La possibilité de faire la trois possibilité de appartements 3 appartements. Voilà. assez facilement avec Voilà. la nouvelle copropriété. Donc tu fais ce premier investissement-là. Est-ce que tu te souviens un peu des chiffres? En gros, le coût Ouais. d'acquisition, combien ça t'a coûté en travaux, quelle rentabilité tu as sur ce premier bien? Alors, on achète 85 000 euros le plateau. Ouais. Donc, on est sur une petite À commune. Grenoble? À Voiron. Voiron. Voilà, moi, je suis pas sur Grenoble. Je suis proche de Grenoble, mais C'est mieux. je préfère les choses petites. Ouais. Ok. Du coup, sur Voiron, 85 000 euros, frais de notaire, on a à peu près autant de travaux. On arrive à 180 000 euros de budget total. Ok. Mais c'est vraiment des travaux complets. C'est-à-dire, on repart sur un plancher, il faut enlever les planches, on marche sur les poutres, il faut mettre de niveau le plancher parce que... Ah oui. Donc, gros travaux dès le début. Donc, hyper formateur. Ouais. Voilà, il y avait des différences de 10-12 cm entre un point de la pièce et l'autre. Donc t'as tout refait. Donc, voilà. On a tout fait faire quand même. On a tout fait faire les travaux. Et C'est voilà. toi qui as suivi les travaux ou t'as Ouais. même pris quelqu'un? Non, c'est toi qui as suivi. Ouais, c'est moi qui ai suivi. Avec Naï, on suivait tous les deux. On Ouais. était bien impliqués dans le truc. On y passait tous les jours. Et après, on avait pris un appart pas loin, en location. Pouvoir Une fois suivre facilement. le Covid terminé, Ok. on avait pris un appart. Donc, pour suivre les chantiers, c'était parfait. On a pris des connaissances, des amis pour une bonne partie des travaux. Et ça s'est super bien passé. Et on louait, on avait 3 appartements meublés à louer. Il y en a un qu'on avait bien tourné pour faire du Airbnb. Donc on l'a mis directement Airbnb, ne sachant pas la demande sur le secteur. Et deux appartements loués à l'année. En meublé classique. Meublé classique. Ok. On savait qu'ils n'allaient pas trop rester longtemps. C'était une séparation, on connaissait la personne. Et du coup, elle est restée 6 mois. Et l'autre, ils sont restés 8 mois. Et au fur et à mesure, on les a passés les 3 en Airbnb. Et là aujourd'hui, tu les as les 3 en Airbnb toujours? Les 3 en Airbnb. Il y en a un, on a eu l'opportunité d'une personne, chef d'entreprise, qui est là 3 jours par semaine, mais qui voulait un bien. Donc on fait un prix qui se rapproche du Airbnb, mais qui Ouais. est bien plus élevé qu'un loyer annuel. Ok. Donc là, on a une mensualité de 760 euros sur 25 ans à 110%. Voilà, on n'avait pas mis 1 euro, voilà, aussi. On a fait un Quand 110%. on pouvait faire du 110% avant. C'était en quelle année ça? On achète en 2019, il me semble. Ouais. Ok. Ouais. Donc 180 000 euros, tout financé. On a une mensualité toujours sur 25 ans. En locatif aussi, maintenant c'est plus sur 20 ans. 760 euros. Et à ce moment-là, on avait 3 fois 600 euros de loyer. Non, 2 fois 600 euros de loyer Ouais. à l'année. Et le Airbnb, 1200. Ah ouais, Le donc double. c'est énorme. Donc t'as un gros cash flow dès le premier projet immobilier. Ouais. T'as plus de 1000 euros de cash flow, tu réussis ce premier projet quoi. Et au fur et à mesure, tu on est voulais passé. faire ça? Tu voulais faire un projet où t'étais sûr de gagner au moins 1000 balles de cash flow? T'avais cette cible-là? Cash flow, ouais. Ouais. Alors, on pensait pas autant. Ouais. Franchement, ça s'est Bonne bien surprise. goupillé. Parce Ouais, que bonne du coup, surprise. t'as passé les 3 après en Airbnb et les Ouais. 3 tournaient à peu près à 1200 euros Ouais, entre 1000 et 1200. entre 1000 et 1002. Ok. Ah, donc c'est pas mal. Plutôt. Franchement, aujourd'hui c'est propre. Et tu ferais pas un arbitrage partiel sur ça? Bah, c'est la question du moment. Parce Ok. que du coup, on s'est capé en LMNP. Sauf que le Airbnb est dégagé trop. Donc maintenant, avec ma société de marchand, on se sous-loue les Ouais. appartements pour avoir un loyer fixe Ouais. de 580 euros par appart. Ouais. Et le reste, ça fait tourner un peu la boîte en Airbnb. Ok, ça marche. Ça, c'était pour se caper LMNP parce qu'on entendait que la MP, c'était compliqué. Ouais, je me MP, suis ouais. pas trop pris la tête et on est parti là-dessus. Ok. Et donc ouais, revendre là, j'imagine. Déjà, t'as un compteur par lot ou pas?
Ouais, c'est une division officielle, on a Division 3... officielle, donc tu pourrais revendre un seul lot, Ouais, exactement. un seul appartement, et ça serait peut-être intéressant, et tu pourrais rembourser quasiment le restant du crédit, non Alors là, ça nous est revenu à peu près à 60 000 euros par appart, Ouais. et ils sont estimés facilement à 100 000, quoi. Ouais. Avec la rentabilité qu'il y a derrière, ça peut se revendre Ah oui, c'est clair, au minimum, ouais. 110, 120, quoi. Top. Alors, c'est des appartements qui font 29, 31 et 35 mètres carrés. Et t'as déjà amorti un petit peu, puisque c'était à 5 ans, donc t'as déjà amorti Ouais, on a amorti un partie peu, du ouais. crédit, donc... On avait fait un différé quand même assez long, donc au début, on a bien gagné, ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais c'est un peu dangereux, parce que du coup, on est habitué aussi à ça. On est habitué à avoir de faibles mensualités pendant le différé, et après, ta rentabilité in fine n'est pas forcément la même. Ceux qui ont des différés de 36 mois, là... Mais nous, on avait 0, hein. On payait différé total. Hein. Différé total, même Ouais. pas les intérêts? Ouais, non. Ah ouais. Du coup, ça les a reportés, mais Ouais. ça nous a permis d'avoir de l'argent de côté et après pour acheter la RP. Ok, ça marche. C'est ton seul investissement que tu fais à cette période-là, ou t'en refais d'autres? C'est le seul et c'est toujours le seul. Ok, ça marche. Ah, t'avais pas fait de la coloc? Non, pas fait de coloc, non. Ok, je pensais que Mon t'avais fait associé la a fait la coloc, mais pas moi, non. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et après, t'as fait ta résidence principale. Et après, du coup, j'ai fait la résidence principale, ouais. Exactement. Donc, dans un objectif de revendre, enfin, une résidence principale. Pas du tout, Maxime. C'est en vente actuellement. Dans le but, par la suite, en ayant passé du bon moment, de la revendre. Ouais, donc exactement. de faire c'est un investissement un peu déguisé, évidemment. Exactement. On le dira pas pour les amis des impôts, mais c'est ça. C'est la résidence principale aujourd'hui, c'est une niche fiscale qui est énorme. L'exonération sur la plus-value qu'on peut avoir, et il y en a beaucoup qui sont dans l'immobilier, ou de près ou de loin, ou même des particuliers qui sont pas dans l'immobilier, hein, qui achètent pas cher, qui font les travaux quasiment eux-mêmes ou le moins cher possible pour pouvoir avoir une plus-value latente qui est exonérée. Alors je sais que sur la résidence secondaire, c'est possible aussi si on réinvestit dans les 2 ans, etc. Si on n'a pas eu d'RP dans les 5 ans, ouais, comme voilà, ça, il y a plusieurs conditions qu'il faut mettre, mais c'est vrai que quand c'est ta résidence principale, t'es sûr au moins, c'est royal, ouais. T'es exonéré, toute la plus-value elle est pour toi, et je pense que c'est une des seules niches fiscales, peut-être, il y en a qui parlent du LMNP en niche fiscale aussi. Intéressante toujours. Qui est intéressante, et le livret A, le PEA. Le PEA qui est une niche fiscale aussi, hein, de 5 ans, côté bourse. Donc voilà, mais j'avoue que l'exonération sur la plus-value de la résidence principale. Incroyable. Voilà, donc c'est peut-être le seul cas, il y a ce dilemme-là, et toi, t'es de quelle partie pour dire que la résidence principale, c'est un investissement passif, ou c'est un investissement actif où tu génères de l'argent? C'est du plus. C'est du plus? C'est du plus, même si on le compte. Ouais. Ah, on compte dessus quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve pour après réinvestir ailleurs. Exactement. Ouais. Alors qu'il y en a qui disent vraiment que c'est un passif. C'est un passif, et que ça te coûte de l'argent, une résidence principale. Ah non. Moi, je suis pas. Je dirais des bêtises, je m'en souviens plus s'il est pour ou contre, mais Père riche, Père pauvre, là. J'ai perdu son nom. Robert Kiyosaki, j'ai mangé son nom. Il est très tranché sur la vie, je me rappelle plus du coup son avis de ce qu'il dit. Ouais, mais il y a toujours ça, HRP ou achat locatif. Ouais. Alors il y en a qui disent acheter la RP en premier et tout. Nous, le locatif nous a permis à ce moment-là encore, avec les calculs d'endettement, de pouvoir emprunter plus pour la RP. Parce que du coup, on avait un cash flow positif, ça a annulé notre mensualité. Je sais pas si tu te rappelles du calcul différé, du différent là. Du différentiel, c'est-à-dire que ouais, exactement. On rajoutait pas toutes tes charges et t'as calculé ton taux d'endettement, quoi. Là, on faisait un calcul, et du coup, t'étais en cash flow positif. C'est ça. Donc tu générais plus d'argent, donc t'avais pas de mensualité. Ouais, ils prenaient les loyers annuels, ils prenaient pas les Airbnb, mais genre on était à 1008, ça faisait 1200. 1200 à 70%, ils prennent le loyer à 70%. Notre mensualité était de 760. Donc ça a effacé les 760 et on avait un cash flow de 450 euros. Ouais. 450 euros qui se rajoutaient à mon salaire, et donc on a pu emprunter quelque chose de plus gros. Grâce au salaire finalement que tu avais aussi. Exactement. Okay. Et donc là, tu achètes quoi en résidence principale? C'est celle où tu vis actuellement? Exactement, ouais. On achète une maison où il y a tout à faire. Et vraiment, on achète un budget qui est bien au-dessus de nos moyens. Okay. On visait quelque chose à 150 000 euros et mettre 100 000 de travaux. Enfin, c'était notre capacité. Et en fait, on a signé à 250 000 euros un projet où il y avait tout à faire. Il y a 240 mètres carrés sur du terrain où vraiment il faut tout faire. Tu peux pas diviser le terrain? Non, en fait, le projet était très intéressant en amont, mais c'est un lotisseur qui a acheté cette maison qui avait à peu près 3000 mètres carrés de terrain et qui a fait un lotissement. Et moi, du coup, je me retrouve l'ancienne maison sur un lot de lotissement auquel il faut raccorder au tout à l'égout, électricité, parce que ils ont mis ça en attente sur le côté. Mais anciennement, voilà, donc il faut
fallait tout refaire. Ok, et tu fais quand même une bonne affaire ou pas? Tu penses que 250 000 euros pour le secteur, ouais. ça valait le Ouais, coup? ouais, ouais. Pour 240 mètres carrés, je sais pas du Bah, tout quel 200, prix. il y avait 160 habitables. Ouais. C'est trois plateaux de 80. C'est maison des années 60, Ok. type un peu chalet, sur 740 mètres carrés de terrain. Dans ce. Voilà, là, pour dire, là, on a refusé une offre à 600 000. Ouais. Donc, Et t'as mis combien d'euros de travaux? on a mis 200 000. 200 000 euros de travaux? 200 000 euros de Ouais. travaux, ouais. Donc t'as une belle plus-value quand même. Ouais. T'as une belle plus-value à 30 dessus sur la résidence principale. Donc elle est en vente et le but c'est de quoi? C'est de faire quoi maintenant en investissement locatif? Après on va parler de la partie marchand de biens évidemment, mais Alors- t'as quoi comme thèse du coup d'investissement sur la partie investissement locatif? Locatif, on regarde actuellement pour faire un petit truc qui pourrait cracher pas mal. Type Love Room, logement insolite, ce genre de choses. On aime beaucoup les travaux Ouais. avec Nai. Et on aimerait se trouver une grange, pierre apparente, un truc stylé pour se Qui a retrouver. du charme, ouais, qui a un truc, ok. Et là où vous refaites tous les travaux quoi. ouais, voilà. Mais vraiment Ok. avoir un truc beau, Ok. esthétiquement, À Voiron, autour de Voiron. autour de Voiron. Ok. Et écoute, si maintenant on parle un peu de marchand de biens, du coup, Yes. ça fait combien de temps que t'es marchand de biens? C'est quoi le type d'opération que tu fais? Parle-nous de ton activité. Ok. Donc, en fait, on a un projet qu'on avait spoté avec Nai sur une grosse maison de ville Ouais. où on pouvait diviser en 6 appartements. Ok. Donc, on regardait pour la SCI, tout ça, parce que notre capacité d'emprunt était. Voilà, on a emprunté avec 41% déjà l'ARP, donc après, c'était compliqué. Entre-temps, elle travaillait plus, donc on devait être à 70% d'endettement. Donc, on se disait SCI, trop gros et tout ça. Et j'ai rencontré David, mon associé actuel, sur un apéro IMO sur Grenoble. Et je lui parle de ce projet et on se lance là-dessus en marchand de biens, du coup, en achat-revente. Donc on commence par ça. On commence par une grosse maison qui fait 4 niveaux de 110 mètres carrés chacun. Ouais. Les escaliers très bien positionnés pour servir 2 apparts de chaque côté. Et puis en dessous, cave-garage. Ok. Et donc, on fait du clé en main. On fait tous les travaux, on fait la suivi complet. Et on livre 6 beaux appartements, 4 T3, 2 T2. Ok. Vous aviez revendu avant de faire les travaux ou vous On a revendez après d'avoir fait les travaux? fini, clé en main. Ok. Ouais. Donc vous étiez parti, vous saviez combien ça allait se revendre, etc. C'est des projets Ouais. où il y a un stress sur le projet quand tu le montes. Bah pour une Comment première ça se OP, passe? c'était quand même assez important au niveau Ouais. des travaux. On achète 300 000, on refait 300 000 de travaux. Compliqué à se faire financer. Ouais. Vous y arrivez quand même? On se fait pas financer. Ok. Donc faut qu'on trouve de l'argent. On n'a pas forcément d'argent tous les deux. Donc on trouve la solution de faire une levée de fonds En crowdfunding? alors en crowdfunding, la première, ouais. En fait, j'ai 2 investisseurs à côté. On se tisse pour la partie apport et le reste, on va démarcher des banques. On passe par un courtier très compliqué, première opération, trop de travaux, voilà. Ouais. Pas assez de background. C'est dur hein, quand tu commences en marchand de biens, sans expérience, d'arriver à lever un financement. Ouais. Je pense qu'un premier bon tips, moi si je devais recommencer marchand de biens, c'était de s'associer avec quelqu'un qui a déjà l'expérience et d'utiliser son expérience pour lever de la dette. Donc ne pas négocier avec lui le fait de se faire financer, mais pour le coup de prendre son background et son expérience pour aller lever de la dette facilement. Et dire, ok, on s'associe, on va lever la dette ensemble, on met tant d'apports chacun, on met 10% chacun, 15% chacun, peu importe. Mais du coup, on va être au même niveau et on va juste lever de la dette grâce à ton ancienneté, ton expérience, etc. Mais du coup, le deal peut être facilement à 50-50, vu que c'est toi qui as apporté l'OP, évidemment. Sinon, tu vas pas chercher le mec, si le mec il a son OP et tout. Voilà, mais si tu apportes l'opération, en tout cas, s'associer avec quelqu'un qui a un background sur ça, c'est peut-être plus intéressant que lui donner une partie de la boîte et que c'est lui qui finance tout et il va vouloir être gourmand et prendre beaucoup. Surtout si c'est lui qui s'occupe de la partie cash, de mettre 100% de l'apport, etc. La relation bancaire. Je pense que ça peut être intéressant de le faire dans ce sens-là. Ouais, donc du coup, toi, tu fais crowdfunding au début, c'est quoi, comment t'en viens? Non, banque? Alors on cherche une banque, on n'y arrive pas, on se tourne vers le crowdfunding parce qu'on doit acheter bientôt. Et entre-temps, on entend parler de la levée, comment ça marche là? L'émission d'obligation. Voilà, contrat d'émission d'obligation rempli par un avocat pour lever de l'argent auprès de particuliers ou de gens qui ont des sociétés, exactement. Voilà, qui peuvent investisseurs privés, exactement. Et on met un post sur Instagram
avec mes 300 abonnés. Et du coup, sur Dodo Imo à l'époque. Sur Dodo Imo, le fameux compte. Je suis dégoûté qu'il se l'ait changé. Il a voulu se professionnaliser, mettre Dorian pour un Franchini, mais je suis désolé. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc là, t'as quelqu'un qui te répond à du ta coup, story? on a quelqu'un qui répond à la story, plusieurs. Et après, dans notre entourage, on arrive à lever des fonds. On arrive à lever 505 000 euros. Waouh, Donc, pas mal quand même. ouais, Sur une première opération, ouais, ils très, vous très font bien. confiance, ils vous donnent autant d'argent. On a fait un beau business plan, on a bien fait ça assez propre. On avait déjà les devis des entreprises, c'était assez carré, on avait Ouais. nos prix de revente et tout. Du coup, hyper formateur comme première opération, Ouais. en termes de levée de fonds et tout ça. Et du coup, on fait cette opération qui se finalise très bien. Ça se fait dans l'année. Et on se dit, on veut plus faire de travaux, quoi. C'est compliqué, ouais. la gestion des travaux a été difficile. Gérer Bah, 300 000 euros de travaux, ça doit pas être ouais. facile. Ouais, bah c'est nous qui faisions tout, quoi. Ouais. Donc, enfin, qui suivions tout. Ouais. Et on amenait même tout le matériel. Alors, pas le placo et tout ça, mais tout ce qui était C'est vous qui- sanitaire. Et en fait, on avait fait un système de vire, mais sans faire de la vire. Donc, c'est-à-dire qu'on avait fait une notice de travaux qu'on allait réaliser. Et on donnait des options aux acheteurs. Oh là 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 là, chose qu'il faut pas faire. Non. Belle erreur. Bah, après, tout le monde était content. C'était cool aussi. On donnait 3 coloris de cuisine, on donnait 3 options de carrelage, 3 options de parquet. Le taf que ça doit être, la gestion de ces chantiers-là, ouais, ça doit être... C'était hyper formateur, mais voilà. Ok. Et donc là, tu les vends avant même de commencer les travaux? Non. On en pré-commercialise quelques-uns en cours, ouais. Okay. Sur des visus 3D, on avait fait faire des plans, des visuels 3D avec la notice. Et il y en a qui arrivaient à plus se projeter que d'autres. Okay. Il y en a, c'était en fonction de l'avancée des travaux, ils arrivaient à voir. T'en vends combien avant de commencer les travaux? Tu passes sous compromis, parce que quand tu fais une notice, tu peux pas vendre. Tu peux pas vendre, tu peux faire une promesse. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu peux pas passer l'acte authentique quand tu fais une notice. Exactement. Donc du coup, tu fais ton promesse de vente avec ta notice et t'en vends combien Il me semble qu'on en a 2 vraiment avant de démarrer les travaux. On a démarré assez vite. Okay. Et ensuite 2 pendant le début des travaux et 2 sur la fin. Ouais, donc t'étais rassuré quand même, ouais, on se faisait pas trop payer la plupart de tes charges au bout du milieu des travaux facilement, quoi. Non, on était assez serein sur nos projets, sur nos prix de revente. Ok. Et en plus, on commercialisait nous à ce moment-là. Ouais. C'est vous qui vendiez, vous passiez pas par agence. Ouais. Après, c'est peut-être pas... Enfin, alors, ça dépend. Mais sur des projets aussi compliqués que ça, où tu dois projeter le client, où il y a beaucoup de travaux, etc. Faut trouver des bons. Ouais, c'est pas facile de trouver un agent immobilier qui arrive à te commercialiser aussi bien que toi ton bien. Alors, tu le connais, ouais, ton projet, tu sais l'expliquer, quoi. Exactement tu sais comment ça va se passer. Ouais, voilà. S'il faut expliquer tout ça à l'agent immobilier, c'est compliqué. Transposer, alors, un peu plus difficile. Alors, pour commencer un peu les partenariats, on en a fait quand même passer un. Ouais. Avec quelqu'un qui nous l'a amené, mais c'est vrai que entre la communication pour tout expliquer et tout ça, c'est pas le plus simple. Ouais. Mais bon, on s'est dit, voilà, il faut qu'on commence à donner un peu bout de gras aux agents immobiliers pour qu'ils nous ramènent derrière, quoi. Comment tu le trouves, ce bien? Le Bon Coin. On vend depuis très longtemps. Ok. Voilà, une maison de ville bien trop grosse pour pour un particulier. Ouais. Enfin, une maison de ville, non, une maison individuelle bien trop grosse pour un particulier. Donc le projet s'y prêtait. Ok. Si je crois que c'était en vente à 320, on achète 292. Ouais, donc pas une grosse négo en fait. Pas une grosse négo, non. Ok. Mais nous, ça rentrait dans notre bébé. Voilà. Ok. Et ça marche. Et tu revends combien? Tu fais à peu près combien de marge sur ce premier projet? Alors, je crois qu'au final, ça nous coûte à peu près 650, on revend 850. Ok. Donc ça fait 200 grosses mailles, mais avant de rembourser les investisseurs, non, il y a quelques frais derrière. Ouais. Donc ça un fait peu à peu près 150 000 à peu près. 150 000 euros de marge nette avant IS. Ouais, avant IS, ouais. Avant IS, c'est 30 000 d'IS, je crois, quelque chose comme ça. Donc 120 à la fin. Ok, ça marche. Bon, c'est bien déjà pour lancer une boîte de marchand. Très bien, ouais. C'est votre première opération. Et vous enchaînez sur quoi? C'est quoi un peu votre thèse de marchand de biens? J'aime trop ce mot-là. Thèse de marchand de biens, du coup, on se tourne vers la division foncière. Autant de rentabilité pour très peu de temps passé. Ouais, c'est clair. Donc on se tourne là-dessus. On signe une opération sur Aix-les-Bains, Puny-Châtenot. Un peu retournement de marché. Là, on se mord un petit peu les doigts dessus, mais il nous reste un terrain à la vente. Et une division foncière, simple. Un terrain, une maison,
on divise. Boum. De l'eau, un terrain, une maison. Très bien. Donc voilà, on se tourne 2 là-dessus. autres projets, ok. Et c'est quoi à peu près les marges globales sur ces projets-là? C'est On vise les 20 points? Les 20 points de on vise marge? les 20 points. On vise les 20 points, ouais. Ok. Mais en fait, on avait un calcul qui était différent des autres marchands. Ouais. On s'est rendu compte après. C'était pas par On rapport l'a à vu notre au prix de séminaire. revient, c'était par rapport à notre Chiffre d'affaires. chiffre d'affaires. Donc on était 20 sur notre... donc il n'y avait pas beaucoup d'opérations qui passaient. On se disait c'est bizarre. Ouais, c'est difficile à Mais trouver. en fait, 20, on était plutôt à 30, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Donc on a refait marge. les bons calculs de marchands. Ouais. Et on était plutôt à 20. Ok. Enfin, à 30 du coup. Tu penses quoi de la stratégie où, tu vois, moi, on se pose souvent ça comme question avec Adrien, avec mon associé, de se dire, soit on fait 20 projets dans l'année à 15%, et là c'est facile, on en trouve tous les jours, ou alors on en fait 5-6 à entre 25 et 30%. Alors il y a le pourcentage, moi c'est le volume surtout que je regarde. Ok, Si je me dis il y a 20 points, il y a juste 20 points, mais il y a 100 000 de marge, ou s'il y a 30%, mais il y a 30 000 50, euros, ouais, 50, ben voilà. Je ok. préfère viser Donc 20 tu regardes en points. premier le volume de chiffre d'affaires. Ouais. Après, on se pose la question toutes les 3 semaines, on change avec David. Change On d'avis. se Ouais. pose la question. Est-ce qu'on fait du volume et dans des bleds un peu plus paumés où il faut faire du volume Ouais. pour avoir le même. Voilà. Donc c'est. C'est difficile, c'est encore t'as pas tranché sur... On n'a pas tranché. Ça dépend, en fait, c'est au cas par cas par rapport à ça, à chaque opération et au volume notamment Ouais. du chiffre d'affaires. Avant de faire des appartements à Cannes, là. Ouais. Des appartements, Ouais, des petits projets. on espère que Ça va se faire. ça va se faire, ouais. T'as quoi un peu dans le pipe en ce moment? T'as quoi comme type d'opération? Est-ce que du coup, vu que les terrains sont un peu plus galères en ce moment, vous êtes orienté vers la division de bâti, les travaux? Comment vous avez pivoté par rapport à ce marché-là? Ouais. Alors, au niveau des travaux, ça nous plaît pas mal. Donc, maintenant, j'ai employé ma femme, du coup, Naï, dans la boîte. Là, on part sur une petite opération sur Voiron. C'est une division c'est déjà des plateaux, en fait. Ouais. Mais on officialise un peu le truc un peu mieux. On fait 2 studios, un petit T3. Une petite opération qui tourne, mais ça met madame dans le bain un peu de l'activité. marchand. Ouais, du marchand. Et là, c'est viabiliser, revendre en plateau. Refaire un peu les communs et pas plus. Ok. Et là, on part sur une autre opération dans le Vercors. C'est une maison individuelle. On divise en 3 appartements, on crée une copro. On détache un petit bout de terrain aussi. Et là, on fait les travaux. Là où tu vas faire un petit studio sur le Ouais. terrain, ok. Et là, vous faites les travaux globaux de tout. Ouais, Il y a tout à refaire? ouais. Ok. Ouais, c'est dans son jus des années 70, 80. Ok. Donc, il y a pas mal de choses à faire, ouais. Notamment l'isolation, parce qu'on est en montagne. Ouais. Système de chauffage, on est au fioul. Donc voilà, si on veut revendre un DPE sympa, va falloir mettre de la PAC. Il y a tout à refaire. Ok. Et comment va être. C'est quoi ta vision un peu du marché, là, en 2024? Comment tu l'appréhendes, ce marché-là? Écoute, Marché où il y a beaucoup moins d'acquéreurs. beaucoup moins d'acquéreurs, on est d'accord. Donc du coup, nous, on arrive à faire des meilleures négociations à l'achat. Mais il faut l'anticiper à la revente. Il faut Ouais. pas être trop gourmand. Il faut anticiper cette baisse. Et ça, c'est un peu compliqué aussi. Mais ça se redynamise pas mal. On a Ok. beaucoup plus de demandes pour les visites pour les terrains. Ouais. Les maisons rénovées, ils ont plus de visibilité sur les taux des crédits, ça se stabilise, les banques ouvrent les vannes. Donc ça repart Donc, dans le bon sens. Tu vois que ça se vend quand même et Ouais. que même si ça met plus de temps, il y a une puissance acquéreur qui est importante. Et tu sens que les acquéreurs maintenant négocient quoi qu'il arrive par rapport à ton prix de vente. J'ai l'impression que l'achat au prix de commercialisation se fait que très rarement, ou alors il faut vraiment un gros coup de cœur du bien. Alors quand c'est pour de la résidence principale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de négociation, Ok. ou très peu. En fait, Ouais. ils osent pas faire des négos comme on fait nous. Ouais. Hein. On se le cache pas. Ils font des négos de 1000, 2000, 3000 balles Oui. sur un truc qui en vaut 150. Donc après, c'est acceptable, c'est le jeu de la négo. On avait anticipé, on avait mis un petit delta. Ouais. Voilà, ça va pas nous. Mm. Eux, ils sont contents. Ils sont dans. Ils partent ont dans le- gagné. ils ont gagné. Ils partent dans le positif. Donc. Mais oui, ils négocient plus qu'avant. Ok. Tu le Et sens plus, vraiment ça. ils sentent que. Ouais, peut-être qu'on est dans le dur Ouais. pour vendre de. Et ils entendent pas à la radio, etc. Il y a beaucoup de promoteurs qui ferment, il y a beaucoup de CCMistes, ouais. CCMistes, de constructeurs de maisons individuelles, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc ils disent, il y a peut-être en face de moi un professionnel qui est en difficulté et qui peut accepter une marge de négociation plus importante. Ouais, en tout cas, ils tentent plus. Voilà.
Ouais. C'est pas forcément que ça marche. Ça marche pas. Militante, ils essayent. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite de ton activité de marchand de biens? C'est quoi un petit peu les pistes sur lesquelles tu vas t'aventurer? Eh ben écoute, David, du coup, mon associé, a déménagé dans le sud. Ouais, Donc, il se situe sur Grasse, Cannes, Nice, tout ce marché-là. Donc, c'est développer cette partie-là. ok. Développer cette partie-là. Cannes, Croisette, ça peut être sympa. Ouais, Faire des beaux projets, aller un peu plus dans le luxe. ok. Ça nous plaît beaucoup. Développer aussi notre partie, parce qu'on est originaire quand même de Pays-Waronnais. Donc on aime bien le secteur, on commence à connaître un peu de monde, donc développer aussi cette partie-là. Toujours de la division foncière, ça nous plaît, ça repart, mais en prenant avec des pincettes le prix d'achat. Voilà, le retournement de marché a fait un peu mal, mais on s'en sort. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Voilà, beaucoup d'OP. Beaucoup d'opérations. Ouais. De trouver des belles Ouais, opérations. des à belles faire. OP. Donc voilà, comme on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on fait des grosses OP, c'est-à-dire des gros chiffres, Mhm. ou des grosses marges sur des petites OP? Voilà, je pense que faut mettre tous les deux dans le même panier, mais faire Ouais, un il peu faut faire un peu un de peu tout. de... Il faut faire un peu de tout, mais c'est Ouais, vrai que faut pas se casser. nous, avec Adrien, on regarde plus tous les biens où, quand t'as moins de 50 000 ou 60 000 euros de marge, moi, je regarde pas quand même. Ouais. Là, c'est à partir de ce moment-là où tu te dis, ça sert à rien, tu vas la faire à deux, tu partages la marge en deux avec l'IS, enfin, tout ce que t'as à payer, finalement, à la fin, il te reste pas grand-chose. Mm. Pour le temps passé et les mêmes problèmes qu'une opération où tu vas avoir 250 000 euros, 300 000 euros de marge. C'est ça. Et où, finalement, bah, tu vas pas forcément prendre un risque hyper important non plus, parce qu'il y a tellement de marge que bah, si tu plantes entre guillemets et que tu réduis ta marge de moitié, bah, il te reste quand même quelque chose de confortable quoi. Donc Ouais. c'est vrai qu'on est sur cet aspect là où tu réfléchis sans cesse de dire bon je la prends pas, mais c'est dur de dire non, et en même temps c'est à partir du moment où tu commences à dire non que tu gagnes de l'argent pour moi. J'ai cette mentalité là de me Ouais, dire je vois. avec la conciergerie, c'est à partir du moment où on a dit non à certains propriétaires, on a montré un peu les dents de dire non mais là on peut pas faire ça pour vous. Ah, faut pas tout accepter de toute façon. Voilà, Ouais. exactement. Et d'être ferme, qu'on a commencé à générer vraiment de l'argent. Et en marchant bien, j'ai l'impression que c'est un peu la même. T'as les équerres qui te demandent un truc, t'as le géomètre en plus, Ouais. t'as l'agent immobilier qui te dit ah ça serait bien de venir passer à tondeuse. On y était Ouais. hier là. C'est ce qu'elle nous a demandé. On lâche sur certains trucs qui coûtent pas forcément très cher, mais il y a certaines autres choses où il faut pas lâcher parce Mm. que tu perds de l'argent, donc tu perds un peu de marge, et au finalement tu peux pas t'y retrouver après derrière sur certaines négociations qui te permettraient de liquider un peu le bien quand une opération se tourne mal quoi. Donc c'est tout un jeu comme ça où Ouais. faut arriver à dire non, à dire Non. stop. Bon bah écoute, merci beaucoup Dodo, j'ai Dodo Imo. Si on a une petite opération en Vas-y. cours intéressante là, on va la faire en vire avec David et un autre associé, Ouais. Cyril, rencontré lors de l'un des séminaires Bien sûr, qu'on a MDB organisé. Camp. Ouais, Enfin, moi je le connaissais d'avant. ok. Mais et là, c'est une opération en vire, donc ça va être notre première, donc hyper formateur. On a beaucoup à apprendre, donc ça c'est cool. On ne reste pas sur nos acquis, on apprend tous les jours. On en parlait hier. Hein. Ouais. Marchand Tous les bien, jours, marchand de bien, marchand t'apprends bien. des trucs, mais tous les jours. Il y a pas un jour où j'apprends pas, moi, perso. Du coup, là, c'est quand même notre plus grosse opération. C'est une opération avec un chiffre d'affaires de 2 millions de Ouais. revente. 7 appartements haut de gamme sur la commune de Mercury en Savoie, proche d'Albertville. Vu Mont Blanc. Vue Mont-Blanc. Vue Mont-Blanc quand il fait beau. Voilà, là, c'est un peu compliqué en ce moment. On doit faire un perspectiviste, il va nous faire le Tu montage. fais un grand tableau. Tu fais un grand tableau devant là Ouais. et tu le mets et tu dis vu Mont Blanc et. Donc là, je galère à faire les vues drone, Ouais. mais ça va le faire, ouais. Ok. Ouais. Donc C'est un ça, gros projet celui-là, un beau c'est un projet, projet avec, qu'on a, ouais. avec Étienne, qu'on embrasse aussi. Étienne qui nous commercialise et on rachète à Fabien, Fabien, un gros marchand de biens, un gros promoteur ouais, qui de la qui région fait grenobloise de et super projet, ouais. que David nous a ramené lors d'un séminaire. Donc très très cool. Bah écoute, Beau projet génial. en vue. Ça c'est un beau projet aussi, ouais. On le suivra aussi, j'imagine que tu le partageras sur tes réseaux sociaux. Ouais. On peut suivre dorian.imo, dodo.imo. Non, c'est dorian.franchini. De toute façon, c'est comme son nom, comme vous l'avez sur le titre du podcast. Merci, Dorian, d'avoir fait ce podcast avec moi. J'ai 2 dernières questions à te poser. T'es prêt ou pas pour les 2 dernières questions? La première, c'est... Chaud. Il s'échauffe et tout, quoi. Attention, c'est pour le paddle. Reste chaud pour le paddle après. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Un entrepreneur, un investisseur, peu importe. Un conseil qui t'a impacté toi? Peu importe lequel c'est... Si t'as un truc en tête qui te vient là. J'aurais dû la préparer celle-là. Hein. Ah ouais, je te En dis. plus, elles sont connues, elles sont tout le temps. Ouais. Un conseil. Putain,
Foncez en visite, big up. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est avoir un objectif clair et précis, chose que je n'ai pas, hein. Chose que je ne fais toujours pas. En tout cas, c'est mieux maintenant. Beaucoup mieux. Ouais. Merci Christelle, coaching. Ouais, avoir un objectif clair, sortir les doigts pour y aller, mettre tout en place pour y arriver, et après, gagner de l'argent, encaisser. Voilà, acheter un immeuble et gagner gros. Génial. Bah écoute, merci Dodo. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Instagram, j'imagine. On l'a dit juste avant. Voilà. Dorian.Franchini. Je suis sur LinkedIn maintenant, mais je comprends pas trop. Ouais, tu comprends pas trop LinkedIn. C'est génial LinkedIn. J'ai mis un post, ça a bien fonctionné là pour chercher les perspectivistes, mais après je suis pas réactif sur les réponses. Désolé messieurs, dames. Il faut regarder tous les jours LinkedIn. Il faut être hyper actif et tout. Mais ouais, sur Instagram, Dorian.Franchini. Ok. Écoute, merci Dorian. Merci Maxime. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.